à la très haute attention de Sa Majesté le roi Mohamed VI, roi du Maroc, le message de paix, d'amitié, de solidarité et de fraternité que lui adresse son Excellence Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, avec ses salutations fraternelles, ainsi que ses vœux ardents pour son bonheur personnel, mais aussi pour la prospérité et croissance du peuple frère du Maroc. Et de la coopération internationale de la République du Mali qui effectue cette visite de travail au Maroc. Entre nos deux pays, entre le Royaume du Maroc et le Mali, il y a une relation historique profonde avec une forte dimension humaine, religieuse. Les visites de Sa Majesté le roi Mohamed VI au Mali en 2013 et en 2014 ont donné un contenu plus fort, plus substantiel à cette relation bilatérale. Les 17 accords signés lors des visites royales constituent un socle solide de coopération dans tous les domaines entre les deux pays. La visite de Monsieur le ministre a été l'occasion pour passer en revue cette coopération conformément aux orientations des deux chefs d'État de Sa Majesté le roi Mohamed VI et du président Goïta, et leur volonté partagée de renforcer la relation bilatérale et la coopération sectorielle entre les deux pays. Dans ce contexte, nous avons convenu de réactiver tous les mécanismes de coopération entre les deux pays. Les commissions mixtes, les commissions sectorielles, le dialogue politique, les commissions consulaires, toutes seront réactivées très prochainement avec des dates et des échéances de rencontres. Nous avons également convenu de relancer la coopération sectorielle avec un programme de visite de ministres sectoriels des deux côtés. 3. Et conformément aux orientations de Sa Majesté le Roi, j'ai réitéré à Monsieur le ministre la disposition du Maroc à accompagner le programme de développement du Mali dans les secteurs les plus importants: l'agriculture, l'eau, la santé, la formation, l'investissement, les infrastructures. Dans tous ces domaines-là, le Maroc est disposé à accompagner la vision, le programme des autorités maliennes et de son Excellence le Président. Le Mali a une place particulière dans la coopération bilatérale du Royaume du Maroc. Le Mali est la 3e destination des investissements marocains en Afrique. Le Mali est le 2e bénéficiaire des bourses de formation du Maroc en Afrique. Et le Mali est un partenaire commercial important du Maroc dans l'Afrique subsaharienne. Les axes routiers qui lient le Maroc et le Mali à travers la Mauritanie permettent l'approvisionnement quotidien de marchés maliens de produits marocains. Et ça donne tout le sens à cette coopération. Une coopération, une relation qui n'est pas seulement diplomatique, qui n'est pas seulement liée à des enjeux régionaux, mais c'est une relation à forte dimension humaine. Tous les axes de cette coopération vont vers l'humain, vont vers le renforcement des liens entre les deux peuples, marocains et maliens, que ce soit la formation, que ce soit la santé, que ce soit l'agriculture,
tout est conformément à la vision royale, orientée vers le renforcement des liens entre les deux peuples frères. Nos entretiens d'aujourd'hui ont été l'occasion pour moi pour réitérer la position claire du Maroc par rapport à la situation au Mali. Le Maroc a une doctrine claire, celle de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des pays, de faire confiance au génie des peuples et de porter un regard lucide sur les évolutions, les développements du pays. Comme sur le dossier libyen, sur le dossier malien, le Maroc n'a ni agenda ni solution. Le Maroc n'est pas parmi ceux qui disent qu'ils ont la recette magique ou un pourcentage de la solution des problèmes maliens. Le Maroc fait confiance aux autorités maliennes et le Maroc fait confiance aux forces vives maliennes pour trouver les meilleures solutions adaptées au contexte malien. Le Maroc pense que le rôle de la communauté internationale, des partenaires et des amis du Mali, c'est d'accompagner les priorités définies par les autorités maliennes, de ne pas se substituer aux autorités maliennes, ni de développer des recettes, des accords, des visions dont le Mali est l'objet et non l'acteur. Pour le Maroc, le Mali est l'acteur principal de sa stabilité et du développement de son peuple. Et c'est pour cela que dès le départ, la position du Maroc a été constante. Non à l'ingérence dans les affaires du Mali, non à l'utilisation du Mali pour faire avancer des agendas internes, non à la multiplication des initiatives vaines ou des accords dépassés pour gérer la situation au Mali. Le Maroc est pour le renforcement des autorités maliennes et pour l'accompagnement des priorités définies par ces autorités. Le Maroc est pour que la communauté internationale puisse articuler son action, son intervention autour des priorités, autour des axes que les autorités maliennes eux-mêmes puissent définir. Et c'est dans cette logique-là que le Maroc a toujours approché les évolutions et les développements au Mali. Le Maroc s'est toujours abstenu de faire des commentaires ou des appréciations. Le Maroc préfère dialoguer avec les autorités maliennes. Le Maroc préfère écouter les autorités maliennes. Et le Maroc préfère articuler son action en accompagnement des projets, des objectifs des autorités maliennes. Le Maroc a une bonne relation avec l'ensemble des acteurs maliens. Et vous rappelez que sur instruction de Sa Majesté le Roi, je suis parti à Bamako l'année dernière pour rencontrer les autorités et pour porter ce même message, le message constant du Maroc. Le Mali peut lui-même définir ses priorités, peut lui-même définir son cheminement et le Mali, son peuple a le génie, a la capacité pour définir son avenir. Et ceux qui veulent aider le Mali ne doivent pas ni utiliser ses problèmes internes, ni se substituer à ses autorités, mais plutôt l'accompagner et renforcer les actions initiées par ses autorités. C'est le message que le Maroc a toujours porté, que j'ai réitéré aujourd'hui directement à mon ami Abdoulaye. Le Maroc pense que la stabilité du Mali est un élément clé pour la stabilité régionale au Sahel. Le Maroc pense que la communauté internationale, au cours de la dernière décennie, a multiplié les initiatives, les envoyés, les réunions, les conférences, les rapports autour du Mali. Le Maroc a toujours pensé qu'il est temps de changer d'approche et
laisser le Mali et les Maliens d'abord définir la vision et faire des conférences, faire des réunions autour de cette vision malienne pour la mettre en œuvre et pour l'accompagner. En tout cas, sachez, Monsieur le ministre, que le Maroc sera toujours dans cette position. Le Maroc n'a pas un discours pour le Mali et un discours à l'international. Le Maroc a un seul discours qui le dit partout par rapport à ces questions. Et ce discours préside d'une vision royale et d'une doctrine diplomatique ancrée de la diplomatie marocaine. En tout cas, mon cher Abdoulaye, je pense que cette visite va nous permettre, conformément aux orientations des deux chefs d'État, de mettre en place cette feuille de route de coopération bilatérale, de renforcer notre coordination sur toutes les questions et d'engager les différents acteurs sectoriels, les acteurs académiques, le secteur privé pour accompagner la dynamique de développement et de stabilisation au Mali. Encore une fois, c'est un grand plaisir de te recevoir et je pense que c'est de très bon augure que la première activité diplomatique soit avec le Mali, soit avec toi, mon cher frère. Merci. À reprendre les rênes de la diplomatie du Maroc, je voudrais à cette occasion d'abord t'adresser mes chaleureuses félicitations et aussi mes vœux de succès pour le choix qui a été porté sur toi par Sa Majesté le Roi et par le Premier ministre M. Aziz Aknouch pour conduire les destinées de la diplomatie malienne et de la diplomatie marocaine. Et nos pays sont les mêmes, hein? Donc, et te donner l'assurance que le Mali, le ministre et le gouvernement du Mali seront toujours disponibles pour œuvrer à tes côtés, aux côtés de Sa Majesté et de son gouvernement, pour le raffermissement de ces liens que tu as décrits tout à l'heure dans des termes qui reflètent la réalité de cette coopération sur le terrain, une coopération très dynamique et qui est aussi multiforme. Donc, tu as remis déjà le message de son Excellence le Président Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État, qui m'a conduit ici pour pouvoir porter ce message à la très haute attention de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Ce devoir ayant été fait, je tiens à remercier d'abord les autorités marocaines pour l'hospitalité généreuse et toutes les attentions qui ont été mises à notre disposition depuis notre arrivée dans cette belle ville de Rabat et dans ce pays que nous visitons toujours avec beaucoup de plaisir, tant les liens historiques, amicaux, fraternels, culturels, cultuels sont nombreux et de longue date entre nos deux pays. Et ceci est donc à l'occasion de cet exercice de porteur de message, j'ai eu donc le plaisir de m'entretenir avec mon frère et sur l'ensemble des questions abordées. Je pars d'ici satisfait de la convergence de vues que nous avons eue sur les questions qui ont été discutées, rassuré par rapport à la vision et la perspective marocaine par rapport à ce qui est en train de se jouer au niveau du Mali, et aussi confiant que l'engagement que nous avons pris tous les deux de faire en sorte que cette coopération soit encore plus vivace sur le terrain, qui ait davantage d'interaction. Donc pour toutes ces raisons, nous nous félicitons de vous avoir ici, et j'ai tenu aussi pendant ces entretiens à remercier le Royaume du Maroc pour son appui au Mali, appui multiforme sur le plan politique, mais aussi sur le plan de la coopération, sur le plan du développement économique. Je ne reviendrai pas sur les chiffres et les indications que tu as données par rapport à la coopération, mais aussi pour le bonheur personnel de Sa Majesté. Je voulais aussi vous féliciter aussi pour la qualité des élections générales qui se sont tenues récemment au niveau du Maroc, qui renforcent notre fierté de voir la démocratie avancer au niveau du Maroc avec ce nouveau gouvernement qui en ressort.
Et je voudrais vraiment adresser tous nos vœux de succès à ce nouveau gouvernement où des chantiers et des défis énormes attendent pour pouvoir répondre aux aspirations du peuple marocain. Mais je suis convaincu qu'avec la qualité des hommes et des femmes que Sa Majesté a choisi pour conduire les destinées de ce gouvernement, qu'il n'y aura que du succès au bout et que le Mali ne pourra que bénéficier aussi d'avoir une telle qualité de personnes autour de la table. Donc, je voudrais aussi rappeler que lors de notre interaction, j'ai tenu, et je tiens à le faire devant les micros, adresser les condoléances du président Goïta, chef de la transition au Mali, du gouvernement et de l'ensemble des populations maliennes, à l'adresse de Sa Majesté le roi Mohamed VI, du peuple et du gouvernement marocain, suite à la perte de 2 vies humaines de ressortissants marocains au Mali, acte que nous condamnons, que nous avons condamné de façon la plus énergique. C'est un acte barbare et pour lequel aussi je voulais vraiment donner l'assurance que le gouvernement du Mali est engagé à tout mettre en œuvre pour pouvoir retrouver les personnes qui sont responsables et les traquer devant la justice. Ces actes sont des actes des ennemis de la paix, des ennemis aussi du développement de nos pays. Et je voudrais lancer un appel aux opérateurs maliens et aux opérateurs marocains, au gouvernement marocain, que ces actes ne doivent pas nous décourager. Bien sûr, ils sont là pour rappeler les dangers que nous vivons au quotidien, juste pour certains pour apporter la nourriture ou avoir des revenus pour leur famille, et que ces personnes soient amenées à perdre la vie. Je voudrais vraiment adresser nos sincères condoléances, non seulement à Sa Majesté, au peuple, au gouvernement marocain, mais aussi exprimer notre totale sympathie et compassion à la famille de ces victimes. Et nous devons tout faire pour que ces actes ne puissent pas nous décourager. Donc je sors d'ici aussi vraiment réconforté par rapport au progrès remarquable que nous enregistrons au niveau du Maroc. Je crois que les changements sont très visibles, sont très évidents en termes de développement, de progrès économique dans les infrastructures, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'agriculture. Donc je crois que tous ces domaines sont vraiment... Il y a des progrès importants que nous tenons à saluer. Je voudrais aussi rappeler que lors de nos échanges, nous avons aussi mis l'accent sur le leadership que démontre Sa Majesté le roi Mohamed VI, leadership diplomatique, leadership politique par rapport à son implication sur des questions régionales et internationales qui contribuent à la paix, à l'entente, mais aussi à la prospérité dans le monde entier, et nous apprécions l'ensemble de ces efforts. S'agissant de la question spécifique aussi du Sahara que nous avons élaborée, sur laquelle nous avons aussi abordé lors de nos échanges, j'ai réitéré donc la position sans équivoque de la République du Mali, position qui est restée constante, qui va dans le sens de l'adhésion pleine et entière de la République du Mali au processus mené dans le cadre des Nations Unies, en vue de trouver une solution politique, pacifique, juste, durable et acceptable pour l'ensemble des parties. Sur ce dossier spécifique, je tiens à souligner que j'ai rappelé à mon frère que le Mali n'entreprendra rien qui soit fondamentalement opposé aux intérêts du Maroc, comme cela a été toujours le cas, je crois que depuis le président Modibo Keïta et tous les gouvernements qui se sont succédés. Donc je voulais vraiment réitérer ce point spécifique par rapport à cela. S'agissant de la situation spécifique du Mali, je peux dire que nous partons vraiment réjouis de ce que nous avons entendu comme vision de Sa Majesté le Roi par rapport à la crise que nous traversons, la position du Maroc, mais pas seulement la position, mais tous les efforts que le Maroc déploie avec d'autres partenaires pour une meilleure compréhension et une meilleure lecture de la situation au Mali. Comme vous le savez, nous sommes dans le cadre d'une transition politique. Cette transition
a été décliné en termes de programme d'action gouvernemental qui a été adopté par l'organe législatif transitoire de la transition, qui est le Conseil national de la transition, qui décline vraiment les 4 secteurs prioritaires sur lesquels la transition voudrait travailler. Le premier concerne la sécurisation du pays, le deuxième concerne les questions de processus électoral sur lesquels nous nous engageons, mais aussi les questions des réformes politiques et institutionnelles à mettre en place pendant la période de transition. Et le dernier, c'est vraiment tout ce qui concerne un peu les questions de gouvernance, lutte contre la corruption, réduction du train de vie de l'État, pour pouvoir dégager justement des ressources pour pouvoir travailler. Et dans le cadre de ce processus de transition, nous espérons pouvoir en tout cas conclure par la mise en place d'institutions élues à travers des élections transparentes et crédibles, et dans le cadre des délais qui ont été convenus avec la CEDEAO et la communauté internationale. Mais je ne dois pas vous cacher qu'il y a des difficultés et des défis énormes. Et ces difficultés et des défis énormes exigent de chacun de nous de faire des efforts pour comprendre la situation. Et je crois qu'il faut qu'on sorte des approches dogmatiques par rapport à cela. Aujourd'hui, le Mali a indiqué qu'il y a 2 problèmes majeurs sur lesquels la communauté internationale doit nous écouter, doit nous entendre. Le premier concerne la sécurité et la sécurisation du pays. Mais avant d'arriver à la sécurité et à la sécurisation, le ministre Nasser Bourita a souligné la question. Le Mali est un pays qui occupe une position géostratégique spécifique. Pays enclavé au cœur du Sahel ou du Sahara, entouré de 7 pays. Pays qui lui-même connaît ces défis actuels suite à l'intervention occidentale en Libye qui a créé cette situation. Si la paix et la stabilité du Mali sont menacées, c'est l'ensemble de la région et même au-delà qui sont en question. Et aujourd'hui, les autorités maliennes sont en train de faire d'énormes efforts pour pouvoir préserver cette sécurité et cette stabilité, mais nous n'avons pas le sentiment que nous sommes bien compris sur cette question. Et c'est dans ce contexte-là aussi que nous avons aussi un défi supplémentaire qui est venu avec le désengagement du partenaire français qui risque de créer aussi un vide sécuritaire que l'État malien doit combler. Et tant que nous ne travaillons pas avec nos partenaires pour trouver des solutions pour la sécurisation du pays, parce qu'aujourd'hui, il y a quelques années, la crise, c'était au nord du Mali. Elle s'est étendue au centre à travers une crise des conflits intercommunautaires opposant différents groupes ethniques qui est très très difficile à gérer. Et ensuite, elle s'est répandue à la région, les pays voisins du G5, Burkina, Niger, Tchad. Aujourd'hui, même des pays comme le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal ne sont pas à l'abri. Donc, quand nous discutons de la transition malienne, il faut avoir à l'esprit ce contexte sécuritaire et géopolitique extrêmement complexe et chargé de menaces énormes pour chacun de nous. Et que l'État malien fera tout ce qui est possible pour assurer la sécurité des biens et des personnes au Mali. Et nous souhaitons que nos partenaires viennent avec nous et nous souhaitons travailler avec tous nos partenaires qui souhaitent venir travailler avec nous dans la sincérité, dans le respect mutuel, mais aussi dans l'écoute mutuelle pour comprendre quels sont nos problèmes. Le Mali n'est contre aucun pays. Le Mali souhaite vraiment qu'on puisse avoir cette... Donc, en résumé, je dis que nous voulons que la communauté internationale nous écoute et je me réjouis qu'aujourd'hui, le Maroc est un des pays qui a une des meilleures lectures de cette situation qui est la plus proche de la réalité sur le terrain. Donc la situation sécuritaire, si elle n'est pas prise en charge, nous ne pourrons même pas pouvoir tenir par rapport à des élections. Parce qu'il y a beaucoup de localités aujourd'hui, il faut le reconnaître, les élections ne sont pas possibles si nous ne travaillons pas avec les partenaires pour en créer les conditions. Donc la situation sécuritaire est un curseur extrêmement important pour pouvoir apprécier la situation. Le deuxième défi important par rapport à la transition, nous avons expliqué à nos amis, c'est vrai, nous nous sommes engagés sur un calendrier pour tenir des élections en février. Nous sommes dans cette lancée. Nous voulons travailler avec les uns et les autres. Mais nous avons dit qu'il y a des difficultés qui se posent par rapport au choix d'un certain nombre de réformes que nous devons conduire. On veut mettre en place un organe autonome pour la gestion, un organe indépendant pour l'organisation des élections. Donc toutes ces questions exigent qu'on puisse aujourd'hui, il y a beaucoup de débats au niveau du Mali où il n'y a pas toujours de consensus entre les acteurs,
Ce que le gouvernement de transition a souhaité, c'est que aider les Maliens à pouvoir se parler, à pouvoir dégager le compromis et le consensus nécessaires et avoir une compréhension pour apaiser la situation, créer les conditions pour aller aux élections. Mais cette approche de dire que bon, c'est dogmatique, c'est 27 février ou rien, je crois qu'il faudra que vraiment nos partenaires prennent un peu de recul pour regarder l'ensemble de la situation. C'est-à-dire que, il y a ce problème sécuritaire. Parlons avec les Maliens pour voir comment on peut les accompagner. 2, comment on peut... Il y a les assises nationales de la refondation qui sont prévues au mois d'octobre, qui doivent permettre aux Maliens de se parler. Essayons d'aider les Maliens à trouver une solution malienne à leurs problèmes. Ce n'est pas une façon de dire qu'on n'est pas engagé. Le président Goïta est totalement engagé pour passer le pouvoir à un gouvernement élu. Mais cela doit se faire dans un cadre qui permette aux Maliens eux-mêmes aussi d'avoir leur mot à dire. Parce que les Maliens ont le sentiment que chaque fois, c'est la communauté internationale ou des partenaires à l'extérieur du Mali qui nous donnent des prescriptions, qui nous donnent des solutions, et souvent ça ne marche pas. Donc c'est que nous ne disons pas que la communauté internationale, nous l'écoutons, tous les partenaires qui accompagnent le Mali, nous les remercions, nous pensons que c'est important qu'ils soient avec nous. Nous ne pouvons pas résoudre ce problème sans nos frères africains autour de nous, sans la communauté internationale. Mais l'état d'esprit doit changer, qu'on sorte de la prescription, des dictats, des invectives, des ultimatums, pour entrer dans le cadre d'un dialogue sincère avec les Maliens, une écoute sincère avec les Maliens, les aider, les accompagner à identifier des solutions. Je crois que ce sont vraiment ces 2 messages que nous voudrions par rapport à la transition malienne lancée auprès de nos partenaires. Mais mon frère Nasser a parlé de toutes ces questions. Je suis totalement d'accord avec lui que nous devons aujourd'hui trouver les moyens de pouvoir avoir des cadres de concertation réguliers entre nous pour pouvoir renforcer notre coopération. En résumé, c'est ce que je voulais dire ici. Notre coopération bilatérale se porte bien. On doit tout faire pour pouvoir vraiment la renforcer. Et je remercie, me réjouis de la compréhension du Maroc par rapport au processus de transition au Mali. Et je crois que je ne peux pas arrêter cette déclaration sans rappeler la position de principe du Maroc qui a été constante par rapport vraiment à la paix au Mali, par rapport au respect de la souveraineté du Mali, par rapport au respect de l'unité et de l'intégrité territoriale du Mali. Et cette position a été constante, et particulièrement quand le Maroc était au Conseil de sécurité des Nations Unies, nous l'avons vu à l'œuvre. Donc je tiens vraiment à exprimer notre gratitude pour cet appui constant du Maroc à notre pays. Et nous sommes vraiment très, très reconnaissants de toutes les attentions à cet égard. Merci.